Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Mary Deras, la conseillère municipale de Parc Extension et la présidente de ce comité de démolition. Ce soir, on va étudier le dossier 71-75 avenue Louis Hébert. Et j'invite les membres de CCU, les membres de ce comité de démolition, de s'introduire, suivis par nos professionnels du dossier. Bonsoir, Francis Grimard, membre du comité de démolition. Bonsoir, Catherine Routier, membre du comité de démolition. Bonsoir, Karim Gergus, membre du comité de démolition. Bonsoir, Daniela Manon, membre du comité de démolition. Bonsoir, Olivier Gauthier, chef de la division de l'urbanisme et des services aux entreprises. Bonsoir, Geneviève Boucher, conseillère en aménagement. Bonsoir, Michel Lavoie, conseiller en aménagement. Bonsoir, Annie Robitaille, agente de recherche et secrétaire du comité. Alors, Michel, vous pouvez commencer la présentation, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons un dossier de démolition à l'étude au 7175 avenue Louis Hébert. Donc, une demande est déposée pour la démolition de ce bâtiment comptant un étage et un logement, un bâtiment shoebox sur Louis Hébert, et son remplacement par un bâtiment de 2 étages et de 4 logements avec une construction hors toit. Le bâtiment existant date de 1930 et il est présentement vacant. Donc, nous sommes situés sur l'avenue Louis Hébert, à quelques propriétés au nord de la rue Jean Talon. Le bâtiment visé est un shoebox, comme je disais tantôt, qui est implanté en fond de l'eau. Donc, carrément sur la limite arrière de la propriété, comme on peut voir ici sur le certificat de localisation. Vous noterez également qu'il y a un stationnement existant en cours avant. Le milieu d'insertion est assez hétéroclite. C'est un secteur qui a été construit en plusieurs vagues, généralement entre les années 1940 et 1960, mais aussi avec des constructions plus anciennes et plus récentes. On trouve notamment des plex et des maisons d'appartements des années 30, 40, 50 et des maisons avec des toits versants, principalement des années 40, 50. L'état du bâtiment à l'étude, on a reçu une étude qui nous démontrait que ce bâtiment comporte plusieurs défaillances, notamment à un manque d'entretien au fil des ans. Donc, on parle notamment d'infiltration d'eau à plusieurs endroits, des infiltrations d'eau, des revêtements endommagés. Une autre raison qui explique l'état du bâtiment, c'est qu'il a été agrandi et modifié de façon artisanale à plusieurs reprises, notamment la façade qui est visible de la voie publique n'est pas la façade d'origine. Le bâtiment a été agrandi en façade. On continue avec l'état du bâtiment. Il y a également quelques non-conformités à cette construction, donc notamment un mur coupe-feu qui est non conforme et en mauvais état, un escalier intérieur qui serait non conforme et des fenêtres de sous-sol sans margelle implantées directement sur la limite de la ruelle. Au niveau de la valeur patrimoniale, la Direction du développement du territoire a un outil d'analyse pour évaluer la valeur patrimoniale des bâtiments de type shoebox. La grille a révélé pour ce bâtiment-là une valeur patrimoniale nulle. Il y a certaines composantes distinctives à ce bâtiment, notamment sa marquise en vinyle, ses linteaux en béton moulé. Par contre, ce n'est pas des éléments d'origine, donc on considère que le bâtiment a perdu complètement son authenticité. Donc, lorsqu'on regarde l'état structural du bâtiment et sa valeur patrimoniale, on considère que la démolition est justifiée. Maintenant, pour la réglementation applicable à cette propriété, les usages H1 à 3, donc pour un maximum de 3 logements hors sol et un logement additionnel permis sous le rez-de-chaussée.
La hauteur doit être de 1 à 2 étages, de 0 à 9 mètres. Le mode d'implantation jumelé ou contigu. Le taux d'implantation maximal est de 60 %. Et la marge avant doit être située entre 3,5 et 5 mètres. Maintenant, pour le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, le bâtiment proposé a une hauteur de 2 étages et de 8,8 mètres. Si on compte la construction hors toit, on arrive à 10,8 mètres. Le taux d'implantation est de 57 %. On parle de 4 logements, dont un logement de 3 chambres à coucher, situé au niveau du rez-de-jardin, 2 logements de 2 chambres à coucher et un logement d'une chambre à coucher. Le verdissement serait d'environ 27 %. 2 arbres seraient plantés sur la propriété, un en avant et un en arrière. Le nombre d'unités de stationnement serait de 1, accessible par la ruelle. Et le nombre d'unités de stationnement pour vélo serait de 3. Donc, on voit ici l'implantation qui est proposée. On remarque que la marge avant n'est pas tout à fait la même que les voisins. En fait, c'est que la réglementation exige une marge avant minimale de 3,5 mètres. Donc, la partie prédominante de la façade respecte cette marge-là à 3,53 mètres, mais on a un volume en saillie qui vient rechercher au moins l'alignement du voisin au sud. En arrière, on remarque la cour anglaise qui sera accessible pour le logement du rez-de-jardin, le stationnement qui est proposé, un aménagement paysager incluant la plantation d'un arbre et les 3 unités de stationnement pour vélo. Voici une perspective avant de la propriété. Donc, on voit bien que c'est une construction de 2 étages. On voit également le volume qui est en saillie, qui correspond en fait à la cage d'escalier. Les logements, un premier au rez-de-jardin, un autre au rez-de-chaussée, et 2 logements se partagent le 2e étage et la construction hors toit. À l'arrière, on voit l'assemblage des balcons. Donc, chaque logement a son espace de vie privé et les logements au 2e étage ont même accès à une terrasse au toit. On voit ici les élévations. On voit notamment que le bâtiment est légèrement plus élevé que les 2 propriétés voisines. La raison, au-delà d'offrir des hauteurs plancher-plafond plus généreuses, c'est aussi pour permettre plus de luminosité au niveau du rez-de-jardin, au niveau du logement qui est au sous-sol. Donc, on voit ici les plans de l'intérieur du sous-sol ici et du rez-de-chaussée ici. Le 2e étage et la construction hors toit. Au niveau de la visibilité de la construction hors toit, on voit avec le compte de visibilité qui a été fait que depuis le trottoir opposé, on voit la construction très peu, mais on peut voir notamment des petits dépassements au niveau des parapets latéraux de la construction hors toit. Voici la construction hors toit et l'ensemble du bâtiment en coupe. On comprend mieux la construction hors toit, en fait. Les matériaux de parement, le matériau prédominant en façade est une brique grise avec des accents noirs. Donc, il y a 3 différents types d'accents. On parle notamment d'une brique noire mate pour la majeure partie du volume en saillie. Mais entre les fenêtres et à côté d'une des fenêtres, on propose une autre brique lustrée pour ajouter un peu de dynamisme à la façade. Au niveau de la construction hors toit, on a un parement métallique posé à l'horizontale et des garde-corps en verre clair, notamment en arrière. Les conditions de la prise de décision du comité. Donc, avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues, l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé. Et lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé au locataire, ce n'est pas le cas ici, étant donné que le bâtiment est vacant. Au niveau des oppositions motivées et les commentaires reçus, on n'a reçu aucune opposition motivée
Par contre, il y a eu une consultation écrite du 24 mars au 8 avril. On a eu deux interventions par formulaire Google, dont une d'une résidente du 7209 Louis Hébert. La citoyenne se demandait s'il était possible d'augmenter le nombre de grands logements et d'éliminer le stationnement en cour arrière pour préserver la quiétude de la ruelle et pour attirer des familles. Et une autre résidente située à proximité a mentionné l'importance de favoriser encore une fois la réalisation de grands logements pour attirer les familles. Et elle a soulevé une crainte par rapport à la durée des travaux, vu les travaux notamment à la station de métro d'Iberville, des travaux d'assez grande envergure. À ces interventions, le requérant a répondu ce qui suit. Il souhaite maintenir le stationnement. Il mentionne notamment qu'il y a plusieurs propriétés sur ce tronçon de ruelle qui ont déjà des stationnements en cour arrière. Et il a mentionné aussi qu'il a fait l'effort de réduire d'une case le nombre de stationnements sur la propriété. Dans les discussions préliminaires qu'on a eues avec ce requérant, on a soulevé la possibilité peut-être de réduire le nombre d'espaces de stationnement. Il l'a fait, donc il l'a réduit d'une case. Par contre, je dois mentionner ici que le requérant mentionne qu'il n'y a pas de ruelle verte à l'arrière. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une ruelle verte accessible aux autos, mais apaisée pour permettre aux enfants du quartier de jouer dans la ruelle. Le logement, au niveau des logements familiaux, le requérant prétend qu'il offre une multitude d'unités qui peuvent bénéficier à différents types de clientèle, notamment les familles avec les logements de 2 et 3 chambres et les personnes seules pour ce qui est du logement d'une chambre à coucher. Au niveau du délai des travaux et des entraves, on parle d'un délai d'environ 6 mois suivant les approbations municipales, en respect évidemment des heures permises selon la réglementation. Et il mentionne que les entraves de rue devraient être minimisées et la plupart des travaux devront pouvoir se réaliser sur la propriété privée. La recommandation de la direction. La direction est favorable à la démolition et au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour les raisons suivantes. Le bâtiment existant est actuellement vacant, en mauvais état et ne possède aucune valeur patrimoniale. L'implantation du bâtiment existant est dérogatoire et crée une rupture dans l'alignement prédominant de ce côté de la rue. La réalisation du programme de réutilisation du sol est une opportunité d'améliorer l'encadrement de la rue et d'ajouter des logements sur un terrain qui est sous-utilisé actuellement. Le bâtiment proposé s'intégrera adéquatement au voisinage en termes de marge avant et arrière, ainsi que de hauteur. Les cours avant et arrière feront l'objet d'un verdissement ample et seront aménagés de façon à permettre la plantation de 2 arbres. Maintenant, c'est la période de délibération et de questions ainsi que la résolution. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questionnements sur le projet de démolition, s'il vous plaît? Moi, je vais avoir probablement des commentaires en PIA, mais pour la démolition, je suis en faveur de la démolition. Merci, Catherine. Même chose pour moi. Merci. Également pour moi. Merci, Daniela. En faveur aussi. Excellent. Alors, j'ai besoin d'avoir un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer. Merci, Francis. Appuyé par? J'appuie. Merci, Karen. Alors, pouvez-vous faire la conclusion pour nous, s'il vous plaît, Mitchell? Oui, bien sûr. Donc, je dois mentionner qu'il y a un délai d'appel suite à cette décision. Toute personne pourra interjeter appel de cette décision par écrit d'ici le 14 mai 2021. Vous avez l'information à l'écran ici, mais vous l'aurez également sur le site web de l'arrondissement après la séance. Merci. Merci bien. Alors, ceci met fin à notre comité de démolition et j'aurais besoin d'avoir un appuyeur, un proposeur et un appuyeur pour l'enlèvement de ce comité de démolition. Je propose. Merci, Daniela. Appuyé par? J'appuie. C'est Catherine et Daniela, l'inverse.
Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Merci. Il faut arrêter l'enregistration.